Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 30 décembre 2021. Je tiens à le répéter, on est en fin de mois, ne rejoignez surtout pas via le Patreon. Je tiens à le préciser, vu qu'on est en fin de mois et je le fais en début de brief, ne rejoignez surtout pas l'école via le Patreon. Si vous comptez le faire maintenant, c'est exclusivement via les modalités crypto. Et si vous comptez le faire via le Patreon, ce sera pas avant samedi 1er janvier 2021. Alors, au menu du jour, le Bitcoin comme d'habitude avec Ethereum et on parlera de Gala aujourd'hui. Je trouve qu'il a une charte plutôt sympathique, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Et je l'ai aussi un petit peu revu en commentaire. Enfin, surtout, il revenait beaucoup en commentaire quand il était parabolique. Donc à ce moment-là, j'en avais pas parlé puisqu'une charte parabolique n'est pas très intéressante. Mais là, on a du développement, donc ça m'intéresse un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Alors, le Bitcoin, pour l'instant, toujours dans sa petite phase de retracement. Enfin, phase de retracement ou début d'un mouvement beaucoup plus important. On verra ça ensuite. On est dans la zone qu'on avait identifiée ensemble. Donc en gros, la Max Pain Zone sur l'Open Interest pour les expirations des options. Donc en gros entre 42 000 et 48 000 dollars. De grandes chances de clôturer demain vers ces niveaux de prix. Les expirations des options, c'est demain 10h du matin, si je dis pas de bêtises, ou 9h, UTC plus 1, donc heure de Paris. 9h ou 10h à vérifier, donc c'est demain matin. Une fois que ces contrats expirés, il va se passer quoi? Est-ce que à 10h01, gros breakout? Non, du tout. Ça veut juste dire que les contrats auront expiré worthless, que des bitcoins vont se débloquer, et que donc si des bitcoins se débloquent, ils peuvent soit être vendus, soit pardon, être échangés contre des altcoins. Donc on peut faire plein de choses avec du Bitcoin. Soit acheter des alts, soit les vendre contre de l'USDT, soit les envoyer sur Ledger, donc des Bitcoins qui ne seront pas dans des exchanges, qui seront holdés directement sur des Ledger, donc qui ne seront pas vendus, donc ce qui fait que l'offre peut diminuer tout simplement. On peut faire plein de choses. Ok. Après cette expiration, le marché pourra prendre une direction claire. Parce qu'actuellement, s'il ne prend pas de direction claire, c'est que probablement des gens très riches ont des intérêts à garder le Bitcoin ou pas, hein. Ça c'est de la spéculation bien évidemment. Mais ici on est sur un open interest record en valeur intrinsèque de 25 milliards. Il y a de la smart money qui a probablement vendu beaucoup d'achats de calls, beaucoup d'achats de puts également, donc elle, son intérêt c'est de clôturer au niveau du creux. Une fois qu'on aura expiré, le Bitcoin pourra prendre une direction claire parce que ses contrats auront expiré tout simplement. Et donc on s'en fout, si le Bitcoin il va à 60 000, on fera gagner plus personne. Vous voyez en gros un petit peu comment dirais-je, le, comment c'est fourbe. Parce que le gars qui a acheté un call à 60 000 dollars, ça se trouve le 7 janvier, on va être à 60 000. Ou ça se trouve, le mec qui a acheté un put à 30 000, on va être à 30 000 le 7 janvier. Mais en gros, il a eu un mauvais timing de 7 jours. Ah, bah parce qu'il y a des gens très riches qui ont l'argent pour bloquer le marché dans un niveau de prix pour attendre tranquillement que le prix du Bitcoin puisse expirer là où on règle un maximum de personnes. Donc, ce qui veut dire que pour moi, on pourra enfin soit pumper ou dumper une fois que ces options auront expiré. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire ça le lendemain, le samedi 1er janvier, ou le jour même? Non, pas forcément. Ça va être 1, 2 semaines après, ok? Mais en gros, ça voudra dire que la plus grosse échéance de l'année a expiré et on commencera une nouvelle année avec des échéances moins chargées. Le 7 janvier, c'est pas très très chargé honnêtement. Le 28 janvier, c'est bon, 31 000 bitcoins, c'est assez élevé, hein. Honnêtement, c'est assez élevé. Là, on est sur des open interest assez élevés vers les 60 000, 65 000, 70 000 dollars, avec un max pain price à 55 000 dollars. Donc, par exemple, pour fin janvier, si on veut se rapprocher du max pain price, ça voudrait dire qu'en gros, on est connu un breakout haussier du coup. Qu'on soit sorti de cette zone de combat vers le haut, parce que le max pain price de janvier, de fin janvier, c'est 55 000. Moi, de ce que je vois personnellement, c'est que c'est plutôt entre 50 et 55 000. Pour moi, pour recter un maximum de gens, il faudrait clôturer au-dessus de 50 et sous 55 pour fin janvier. Ok. Ensuite, on a l'expiration de février. Ici, les gros achats de calls. Enfin, déjà, le contrat option n'est même pas chargé, hein, ici. Donc, on a un open interest pardon, qui est faible, donc on s'en fiche un petit peu. Valeur intrinsèque 367 millions. Comparé aux 25 milliards de fin décembre, vous voyez que ça n'a rien à voir. Bon, après, le contrat, on peut le remplir d'ici février. Donc le max pain price va bouger bien évidemment d'ici là, donc là on s'en fout. Les max pain price qui sont présents actuellement, on s'en fiche un petit peu parce que d'ici mars, ça peut évoluer. Ok. Ici on a une valeur intrinsèque par exemple pour mars de 5 milliards 400 millions. Est-ce que c'est la smart money qui ont acheté ces calls à 100 000? Peut-être, ou pas. Si c'est la smart money, ça veut dire que le Bitcoin aura des chances d'être proche des 100 000 dollars pour mars 2022. Encore une fois, c'est trop se précipiter, on n'en sait rien. Mais si, admettons, d'ici mars, on est proche des, par exemple, à 90 000 dollars, on peut se dire qu'il y a de grandes chances de venir chercher les 100 000. Les options ont plusieurs lectures. Quand on est proche des niveaux de gros achats de calls, il y a de grandes chances qu'on soit supérieur ou égal à ces niveaux lors des expirations. En revanche, quand on est très loin, il y a plus de chances de clôturer donc au niveau des creux, au niveau de l'open interest. Donc nous, dans notre cas, par exemple, si le Bitcoin il avait été, je sais pas, je dis une bêtise,
à 96 000 dollars le 30 décembre, il y aurait eu de grandes chances qu'au 31 décembre, on puisse clôturer au-dessus des 100 000 ou égal à 100 000 pour que ces acheteurs de calls puissent gagner. Maintenant, de ce qu'on voit, c'est qu'on a choisi d'être au niveau des creux, au niveau de l'intérêt, donc il y a de grandes chances qu'on puisse y rester. Donc il y a plusieurs lectures. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous regardez un brief que j'avais fait l'année dernière, quand le Bitcoin était à 12 000 dollars, on avait vu un achat record de calls sur les 36 000 dollars pour le Bitcoin au mois de janvier. Donc ça, on l'avait vu au mois d'octobre, il me semble. Il y avait quelqu'un qui avait misé 16 000 bitcoins, comme quoi le bitcoin sera 36 000 ou plus au mois de janvier. Et il avait eu raison puisqu'on est monté à 40 000 dollars. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui avait été peut-être au courant ou quelqu'un qui a fait un pari assez fou d'une grosse valeur parce qu'il savait pertinemment, en tout cas, il était au courant de quelque chose, que le prix allait se diriger vers ces 30 à 40 000 dollars. C'est pas anodin que le mec fasse un pari aussi fou de 16 000 bitcoins. Donc là, c'est différent. Quand il y a des paris assez importants, etc., on peut se dire c'est la smart money. Donc on peut se diriger vers ces prix. Il y a plusieurs lectures. Alors bon, ça c'était le blabla sur les options. Le Bitcoin, pour l'instant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bottom de marché qui s'est posé court terme? Pour l'instant, non. Donc le mouvement reste baissier jusqu'à preuve du contraire. Hier, on avait une zone de combat qu'on a cassée au sud, donc résolution baissière, ce qui veut dire qu'on ne pose toujours pas de bottom. Ici, le momentum, pour l'instant, est toujours dans les mains des acheteurs. Il n'y a pas eu de M qui s'est formé ici, il n'y a pas de M encore. Donc momentum dans les mains des acheteurs, on pourrait avoir un nouveau W si on vient breaker ici, qui du coup ferait une nouvelle divergence. Pour l'instant, il y a une divergence potentielle qui se dessine. Elle est juste ici. Est-ce qu'une divergence veut dire que ça y est, bottom, c'est la fête, on va repartir? Non, ça veut juste dire que le mouvement baissier s'estompe. Ce qu'on veut ensuite, c'est une structure de marché qui, elle, montre bien que le marché se retourne. Si au cours de la journée, on consolide entre ces deux bornes, c'est-à-dire que si au cours de la journée, en gros, les 45 973 dollars tiennent, donc le bottom actuel, et que on commence à faire ça, et qu'il y a les expirations d'options, et qu'ensuite on a un breakout, par exemple 2, 3, 4 jours après, 5 jours après, la semaine prochaine, peu importe, là on pourrait se dire qu'on a posé un bottom ici, et qu'on sera prêt à réattaquer les résistances. En revanche, si on maintient pas de bottom ici, pour moi il y a de grandes chances qu'on aille sous les 45 300 dollars pour chasser tous les stops qui attendent sous ces niveaux, et même quelques liquidations, ce qui est fort probable. Donc c'est simple, si je ne vois pas de bottom se poser ici, je m'attends à ce que le Bitcoin aille faire un tour sous les 45 400 dollars et donc revenir ici, manger cette mèche pour probablement peut-être poser un bottom pour repartir ensuite, si bien évidemment c'était le bottom ici, les 41 900 dollars. Rien de plus à dire ici en court terme. En daily, on évolue toujours de l'autre côté de la trendline. Ce qu'on aimerait voir techniquement, c'est que du coup ici, les 45 400 dollars tiennent et qu'on puisse former un W de l'autre côté. Si on fait ça, on a notre bottom et on ira réattaquer la TH probablement pour peut-être le défoncer et aller chercher au-dessus des 70 ou autre. Tant qu'on n'a pas ça, le Bitcoin n'est pas sorti de ce mouvement ici, simplement de cette dynamique baissière, donc de ce mouvement tendanciel baissier. Et l'objectif, c'est de la continuation baissière. Également, tant que les 0,382 ne cèdent pas. Donc le niveau des 52 500 dollars, nous sommes dans un mouvement tendanciel baissier et l'objectif des vendeurs, c'est d'aller chercher plus bas. Et ici, je parle bien des objectifs des vendeurs, je dis pas que c'est ce que va faire le marché, hein, mais en gros ici par exemple l'objectif des vendeurs serait peut-être de faire un mouvement de continuation à B égale CD qui ici du coup nous ramènerait sur un niveau proche des 25 900 dollars, donc qui viendrait bouffer le bottom ici trouvé en été. C'est ce que ces vendeurs ici sont en train de potentiellement targeter. Là où eux les acheteurs attendent la cassure des 52 000 dollars ou 52 500 pour avoir un signal franc et revenir chercher plus haut et donc faire un nouvel ATH possiblement. Positionner, enfin je dis pas de vous positionner, mais chacun son camp, ceux qui seront plutôt vendeurs, ceux qui seront acheteurs, le marché donnera la direction. La direction claire, ce sera simple, ce sera la cassure du point bas ici et du point haut ici. Et ensuite, on verra bien jusqu'où ira le marché, bien évidemment. Je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus concernant le Bitcoin. Juste rapidement, un point order flow. Alors ça c'est, oui, c'est le Bitcoin, c'est bon. Au court terme, on a pas mal de positions qui se sont clôturées, l'open interest a bien diminué. Donc les longues ici commencent un petit peu à paniquer, je pense. Là, sur ce mouvement baissier de 17h jusqu'à 2h du matin, donc hier soir, pas mal de positions clôturées, donc je pense que les longues paniquent un petit peu. Ça commence un petit peu à paniquer, bah, et en même temps, ils ont la tête sous l'eau, enfin, ils ont la tête sous l'eau. On est là où ils sont un petit peu sous pression, là où ils ont exécuté leur position, donc il y en a pas mal qui sortent de leur position avant que ce soit un petit peu la catastrophe, je pense, pour eux. Et pour moi, c'est simple, hein, même ici au niveau de l'order flow, ça se voit, hein, mais tant qu'on ne trouve pas de bottom ici, grande chance d'aller faire un tour dans cette box violette. Et ensuite, on verra si on pose un bottom. Si le but c'est de breakout au nord, il faut d'abord sortir les acheteurs pour le faire. Donc, de grandes chances de faire ça pour ensuite aller breaker au nord. Rien de plus à dire. Honnêtement, les spreads restent négatifs.
un peu partout. On va vérifier ça. Mais oui, j'ai rajouté du coup Deribit. Le spread de Deribit m'intéresse. Spread négatif sur Binance, spread négatif sur OKEx. Les spreads ont un petit peu chuté sur FTX. Faudrait qu'ils soient négatifs, donc ce qui veut dire qu'il y a encore un petit peu de marge baissière sur FTX. Sur Bybit, spread négatif. Et sur Deribit, pas encore. Donc on peut se dire qu'en fonction des exchanges, il y a encore un petit peu de marge de chute pour qu'on vienne chercher des spreads négatifs un petit peu partout, honnêtement. Donc voilà, il faudrait que les spreads soient négatifs et sur FTX et sur Deribit. C'est les dernières exchanges qu'il nous manque pour avoir des spreads négatifs partout. Et sur Ethereum, on est négatif sur Binance, sur OKEx, sur FTX, sur Bybit. Il manque Deribit aussi, donc peut-être un petit peu de marge baissière sur Ethereum. D'ailleurs, venons sur Ethereum techniquement. Alors Ethereum qui est juste ici. On est toujours dans la grosse zone de combat, donc entre les 3004 et les 4400 $. On avait identifié une petite zone de combat qui pour l'instant ne casse pas au sud. Les acheteurs tentent de casser au sud, mais les vendeurs tentent de casser au sud, mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. Je peux la retirer parce que pour moi elle n'a plus de sens. Pourquoi ça? Parce que j'attendais soit une résolution en W ou en M. Il n'y a pas une résolution en W ici, donc ça ne m'intéresse plus. Pour moi ce n'est plus une zone de combat effective. Je repasse sur cette grosse zone de combat ici entre 4400 et 3400 $. Si on casse les 3400 $ au sud, ce sera pas beau à voir sur l'Ethereum puisque ça annoncera M. Et à ce moment-là, ça ouvre les portes justement à un retracement plus important, style retracement de moitié, 3265 $ ou zone de rechargement. Et à ce moment-là, c'est entre du 2800 et du 2300 $ sur l'Ethereum. Donc si on perd les 3470, ça peut vite devenir moche sur Ethereum. Donc il faut absolument que ça puisse tenir ici et que le premier arrêt soit maintenu. Et qu'on fasse donc un mouvement de continuation, un creux de creux, 3 creux, tac, 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 mouvement de continuation et allons chercher plus haut. En revanche, si ça cède, c'est vraiment pas bon signe pour Ethereum. Et Bitcoin aura probablement choisi aussi peut-être une direction baissière à ce moment-là. Vu comment les spreads sont faibles, ça m'étonnerait, mais encore une fois, le marché peut bien faire ce qu'il souhaite. Si la capitulation doit avoir lieu plus bas, bon bah elle aura lieu plus bas. Même si les spreads sont déjà bien faibles et bien négatifs depuis longtemps, ce qui veut dire que la pression vendeuse sur le spot n'est plus très très présente. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas ici. Le CVD qui continue d'exploser sur Coinbase, très suspect. Donc ça continue d'acheter tout le supply sur Coinbase. C'est assez suspect. Et il y a également le CVD sur Deribit qui est en train d'exploser. Je sais pas si vous vous souvenez hier, je vous avais parlé, de spoofing sur Deribit, où justement il y avait des ordres de vente pour 10... Enfin, en gros ici c'est pas des stops. Faut savoir que sur ici, ce que je vous montre, c'est des ordres de vente. Donc tout ce qui est au-dessus du prix, c'est de la vente. Tout ce qui est en dessous du prix, c'est de l'achat. Il n'y a aucun stop loss, il n'y a aucune liquidation, il n'y a rien. C'est juste purement des sell limits et des buy limits. Donc ici, on sait que c'est du spoofing, puisque le mec a retiré ses ordres et pour l'instant ne les met plus. S'il voulait être exécuté, bon bah il aurait pu les mettre beaucoup plus proche du prix ou exécuter au marché. Et de ce qu'on voit, c'est un CVD qui explose avec du spoofing. Donc il y a quelqu'un qui a en fait influencé une baisse des prix. En tout cas, c'était son objectif de faire chuter les prix pendant que le CVD monte. Ce qui veut dire qu'en gros, pendant qu'on influence les prix à chuter, il y a quelqu'un de l'autre côté qui fait que du buy market et qui vient capturer tout le supply, avec un open interest qui monte. Donc il y a peut-être quelqu'un qui prend le risque de faire tomber ce marché pour lancer des positions longues à meilleur prix. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Parce que bizarrement, depuis qu'on commence ce spoofing, l'open interest, il fait que de monter ici. Et depuis qu'on l'a terminé, il monte plus trop. Donc il y a quelqu'un, potentiellement, qui est en train de construire des positions longues assez importantes sur Deribit. Il y a quelqu'un qui prend le pari, une whale en tout cas, de construire des longues assez importants. Si elle a tort, bon bah elle se fera défoncer parce que oui, il y a des whales qui perdent de l'argent. Je peux vous montrer ça ici par exemple. Bitfinex leaderboard. Parce que lui, on pense toujours que toutes les whales gagnent, il y a rect les particuliers, mais non, il y a aussi des grosses whales qui se font rect et je vais vous montrer ça. Ici, c'est le leaderboard de Bitfinex, je sais pas si ça va fonctionner par contre. Yes, mais par exemple, là, il y a des whales sur les 30 derniers jours. Est-ce que c'est 30 derniers jours? Non. Sur la dernière semaine, il y a un gars qui perd 60 millions de dollars. Un autre qui perd 22 millions de dollars. Là où il y a une autre whales qui gagne 183 000 $ ici. Donc là, il y a des grosses whales qui perdent de l'argent sur les 7 derniers jours. Après, sur les 30 derniers jours, ça peut être différent. Il y a un mec qui perd 197 millions de dollars. Ici, il a un profit and loss de moins 197 millions, c'est énorme. Un autre ici de moins 50 millions, c'est énorme aussi. Donc des gens qui perdent beaucoup d'argent. Donc il y a des whales qui perdent beaucoup d'argent et des whales qui gagnent beaucoup d'argent. Après, ici, le mec peut totalement être hedgé. C'est-à-dire que sur les contrats, par exemple, dérivés, le mec, il est en short parce qu'il est en achat sur le spot et donc il se hedge. Ça aussi, c'est fort probable. Je pense pas qu'il soit sur une perte sèche de 197 millions. C'est probablement quelqu'un
qui est fortement edgé, mais qui peut perdre aussi de l'argent. Bien évidemment, il y a des whales qui perdent beaucoup d'argent. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, il y avait un Coréen, si je dis pas de bêtises, qui avait perdu des milliards, qui s'était fait liquider des milliards sur OKEx. Donc oui, il y a des grosses positions qui se font liquider, et bah, c'est des whales des fois. Donc oui, des fois, il y a bien des whales qui se font liquider massivement, il n'y a pas que des baleines qui gagnent. Donc pour les nouveaux, whales, ça veut dire baleine. Une baleine, c'est quelqu'un qui a un gros portefeuille en centaines de millions généralement, donc il peut influencer le marché. Hop. Donc cette baleine fait potentiellement le pari d'acheter cette zone de prix, de construire du long. Et donc pour le faire, bah, elle spoof le marché, elle met des gros ordres de vente pour essayer de le diriger au sud pour qu'elle puisse donc faire exécuter ses ordres d'achat à un meilleur prix. C'est de la manipulation, ça existe. Et là, bah, pour moi, de ce que j'ai sous les yeux, c'est présent sous nos yeux. Ça se voit. Maintenant, cette whale ou ces whales peuvent avoir tort et complètement se faire défoncer. Et si elles se font liquider, ça fera un gros mouvement baissier comme ça, bien évidemment. Alors, je pense que j'ai fini. Ethereum, rapidement, au niveau de l'order flow, on avait vu ensemble que dans cette zone, il y avait eu une grosse zone, enfin, en gros, l'open interest était monté énormément, donc beaucoup de shorts et de longs qui se sont exécutés. On avait dit que si on perdait les 3888 $ ici, les longues auraient la tête sous l'eau, donc que l'objectif serait probablement d'aller chercher sous les zones de creux précédentes, les zones de creux précédents, donc les creux précédents qu'on est venu chercher. Donc là, ces acheteurs on a sorti beaucoup de stops, on en a liquidé quelques-uns. Maintenant, si jamais ici on pose pas de bottom sur Ethereum, la dernière zone à venir chasser, c'est sous les 3400. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on sera dans le scénario où bah, cette zone ne tient pas et le bottom se trouvera plus bas et on aura donc un mouvement de continuation baissier qui nous ramènerait au niveau des 3002, voire jusqu'aux 2900 $, voire même plus bas. Donc là, ce serait vraiment dangereux pour ces acheteurs et c'est ce qui pourrait permettre de déclencher un mouvement baissier plus important vu toutes les positions qui se sont ouvertes, que ce soit longue ou short. Ici, il y a autant de short que de longues qui ont pu s'exécuter jusqu'actuellement. C'est les acheteurs qui ont la tête sous l'eau, c'est pas les vendeurs. En revanche, si on pose un bottom ici, c'est-à-dire que dans les prochaines heures, on va tac tac tac, prochain jour même, et qu'on remonte, on aura dégagé pas mal d'acheteurs et là on remettra la pression sur les vendeurs et l'objectif ce sera de venir défoncer les résistances. Donc ça je peux supprimer, ça a déjà été défoncé. Donc les résistances, donc les zones de stop au-dessus, donc là en gros au-dessus de 4100, 4400, etc. Et donc même ici, la zone des 4006, etc., etc. Donc ça va être très important de voir si les prix actuels vont réussir à être maintenus. Si c'est le cas, et qu'on arrive à maintenir ces niveaux de prix actuellement, il y a de grandes chances qu'ensuite on retourne vers les résistances, donc sur Bitcoin, sur les 51 000 et qu'on puisse les casser, et sur Ethereum qu'on retourne vers les 4400 et qu'on puisse les casser également. Par contre, si ça bottom pas ici, bah là ça ouvre les portes à aller chercher du 3004, 3002, voire plus bas sur Ether, et sur le Bitcoin de déjà venir chercher au minimum sous 45 300 et de revenir tester la mèche vers les 42 000, 41 000 $, ça dépend des exchanges. Sur les contrats dérivés, on a été beaucoup plus bas à cause des cascades de liquidation. Là où sur Coinbase, on s'est arrêté en gros aux 42 300 $. Alors du coup, je termine ce brief par Gala. Alors Gala qui a été très parabolique, donc est-ce qu'on achète une charte verticale? Non, nous on achète toujours des charts qui sont horizontales. Ça, c'est ce qu'on achète, ce qu'on chasse. Quand il y a horizontalité, W ici, breakout, signal donné à 12 centimes, on monte jusqu'à 82 centimes et on prend des profits sur la montée. Pas tout, bien évidemment, parce qu'on peut avoir programmé des zones de profit beaucoup plus haut, mais ça n'empêche rien de prendre des profits sur cette montée. C'est ce qu'ont fait les pros ici. Donc maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'on prépare un mouvement de continuation? Si c'est le cas, on va voir le mouvement ensemble, c'est-à-dire ici. Hop, je prends le bottom, je prends le top. Je regarde si on est entre 0,33 et 0,66. Oui, je clone ici, je reporte. Hop, je mets ma gestion du risque comme ceci pour avoir mes objectifs. Alors hop, le setup ici voudrait qu'on ait 3 creux ascendants. On en a un premier ici, un deuxième. Si on en valide un troisième, on l'aura donc ici. Et si on a le W, on aurait toutes les conditions. Sachant qu'en plus de ça, on est de l'autre côté de la trendline. Donc on aurait une structure de l'autre côté. Ça serait bon pour la confirmation momentum. Et si on targeterait les 1,19$, ça c'est pour les suiveurs de la tendance. Okay, pour les investisseurs, ça peut aussi au final être un setup d'investissement, pourquoi pas. Et pour les investisseurs, vous, ce que vous aimeriez voir, c'est plutôt quelque chose comme ceci. C'est-à-dire en gros un retour en zone de rechargement. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas eu si je dis pas de bêtises. Non, la zone de rechargement se trouve entre les, je vais vous dire les prix exacts, entre 19 centimes et 33 centimes. C'est la zone qui pourrait intéresser plutôt les investisseurs. Si Bitcoin fait un breakout haussier, Gala va probablement suivre, et à ce moment-là, on sera dans ce genre de mouvement, c'est-à-dire cette zone de prix qui est tenue, et là on repartira et on ira breaker la TH
Et on fera de nouveaux sommets, donc on a vu l'objectif juste avant, sinon j'ai d'autres objectifs, hop, qui seraient donc entre du 1,13$ et du 1,32$. Bien évidemment, on peut aller plus haut, encore une fois, regardez les market cap, donnez-vous des objectifs, etc., etc., etc. Ou alors je vais vous donner aussi d'autres objectifs, tant qu'on y est, mathématiques. Je prends ici mon bottom, mon top ici, je reporte ici. Donc 1,18$, c'est le mouvement de continuation qu'on a vu. Ensuite, j'ai 1,41$, 1,70$ environ, 2$. Donc vendez toujours avant les chiffres ronds. Si vous avez un objectif à 2$, vendez par exemple à 1$. Pardon, 1,91$. Ensuite, on a un objectif de 2,33$, de 2,51$, de 2,83$. Et ici, 3,36$. Et ensuite, l'ultime objectif, entre guillemets, 4,15$. Ce sont des objectifs mathématiques. Ici, ça peut vous aiguiller à la prise de profit. Donc on a soit la première option, le Bitcoin breakout au nord, et à ce moment-là, on vient breaker les 55 centimes, signal qui pourrait justement permettre de prendre un trade avec un stop sous le plus bas, donc sous les 37 centimes, et en objectif, on target au minimum 1,18$ environ. Après, vous faites comme vous voulez, mais ici, c'est le genre de setup qui pourrait être déclenché. Si le Bitcoin fait un breakout au sud et que le marché est plongé au sud, à ce moment-là, la zone de prix très intéressante se trouve entre les 33 centimes et les 18 centimes. Également, on peut y voir des petits creux, donc un petit creux sur les 30 centimes, et un creux ici au niveau des 18 à 15 centimes. Ça serait vraiment la zone ultime. Si vraiment il y a un mouvement catastrophe sur le marché, sait-on jamais, que Gala vient entre 15 et 18 centimes, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour faire du dollar cost average. Maintenant, ceux qui sont plutôt dans mon profil et qui, eux, veulent de la consolidation dans cette zone de rechargement, moi j'attendrais plutôt quelque chose comme ça. Ce genre de setup, je peux totalement le prendre. Je ne les trade plus depuis pas mal de temps, puisque je ne fais plus ce qui est plutôt du swing trading, je n'ai plus ce profil-là. Mais si j'avais ce profil-là, oui, j'aurais pris le trade. Et moi, ce que j'attendrais plutôt sur Gala, comme, en tant qu'investisseur, si je voulais investir, ce serait la cassure baissière, qui peut ne jamais avoir lieu, mais si elle a lieu, là, ça pourrait m'intéresser en tant qu'investisseur, qu'on vienne dans cette zone de rechargement, et que là, on consolide ce qu'on est en train de faire ici, qu'on le fasse du coup ici, et que là, les W se montrent ici. Si j'ai ça, j'aurai des signaux d'investissement, et là, je pourrais investir sur le Gala. Moi, c'est ce que j'attendrais ici, personnellement. Ok ? Donc on a vu le cas de ceux qui vont jouer le mouvement de continuation, donc plutôt suivre la tendance. On a vu ceux qui sont plutôt dans mon cas qui veulent faire de l'investissement au sein de la zone de rechargement. Et on a vu le troisième cas, ceux qui font du dollar cost average. Et à ce moment-là, toute stratégie de dollar cost average peut commencer maintenant, mais idéalement, on privilégie RLZ et aussi le creux dans la value, un petit peu en dessous de la zone de rechargement, entre 20 centimes et 14 centimes. Donc entre 14 et 20 centimes, je dis pas que Gala va aller chercher ces niveaux de prix, je dis juste que si ça y va, et que vous faites du dollar cost average, vous êtes quasiment obligé d'acheter ces niveaux de prix si vous faites du dollar cost average, bien évidemment. Parce que le dollar cost average, c'est de se construire un prix moyen d'achat qui est assez faible sur le long terme pour revendre à long terme. Il y a des contrats dérivés sur Gala, il me semble. On va regarder rapidement au niveau du sentiment. Je sais pas du tout s'il y en a, de mémoire il y en a. Je vais regarder un petit peu avec vous. Alors, Gala USDT perp, oui, et Gala USDT, hop, Binance. Ok, spread est négatif, ce qui veut dire que les gens sont plutôt bearish pour le moment. Donc si ça reste ainsi, si Bitcoin breakout au nord, bien évidemment, de grandes chances de breakout aussi au nord sur Gala, et de tenter d'aller dépasser la TH ensuite. Si jamais ce n'est pas le cas, que Bitcoin break au sud, bon bah à ce moment-là, excellente opportunité dans la zone de rechargement. Plus bas, en plein hiver, d'ici janvier-février, les bottoms se posent. Ensuite on a mars, avril, mai, hypothétiquement, en rallye donc. On pourrait avoir 3 mois de rallye après que le bottom se pose. De quoi bien performer, surtout quand on voit que la 7 arrive en même pas 2 semaines à passer de 12 centimes à 82 centimes. Ça en dit long sur sa potentielle performance. Si jamais on a un bottom qui se pose dans les prochaines semaines, on pourrait avoir un rallye jusqu'au printemps, de quoi péter la TH. Ce qui pourrait faire qu'on est dans ce type de schéma aussi. Je vous en parle souvent, hein, mais étude d'une bulle, donc en gros, qu'on soit là, dans le piège baissier pour un gros rallye. Ensuite, peut-être, et je dis bien peut-être, le piège baissier aurait très bien pu être ici, et le rallye a déjà été fait ici, mais on va regarder le market cap. Il me semble qu'il n'est pas très très élevé encore. Et donc peu de chances que le public soit déjà sur le Gala, honnêtement. Ouf, ok, je pensais que c'était plus faible. Bon, c'est un market cap qui n'est pas très 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 faible, mais qui pourrait être plus important si c'est amené à être un mastodonte du marché, un gros projet. Si c'est un marché qui va échouer, bah, son top il est déjà là, et puis au revoir. Hein. Mais honnêtement, si c'est un mastodonte à en devenir et qu'admettons il finit dans le top 20, bah à ce moment-là, oui, il pourra performer plus. Là, c'est le risque que vous prenez. On est déjà à 3 milliards de market cap, je pensais que c'était plus faible.
Vous attendez pas à faire un x100. x100 serait 300 milliards de market cap. Je pense que c'est peu réaliste sur ce genre d'asset. En x10, c'est possible. Bien évidemment, c'est possible. Le prix ne veut rien dire, hein, je le rappelle pour les débutants, mais c'est pas parce qu'il est à 46 centimes qu'il va monter à 1000 dollars ou à 10 000 dollars comme Ethereum, admettons, si un jour Ethereum vient à 10 000. Non. Ce qu'il faut regarder, c'est la capitalisation, pas forcément le prix. Le prix ne veut rien dire. Vous pouvez avoir un asset qui coûte 1000 dollars, qui a un market cap de 100 millions, et un asset qui coûte ici 46 centimes et qui a un market cap de 3 milliards. L'asset qui a le market cap de 100 millions a beaucoup plus de chances, au niveau des probabilités, il a plus de probas de faire un x100 que celui qui est déjà à 3 milliards de market cap. Enfin, c'est pas vraiment des probabilités, mais c'est ici en objectif. Euh, pour faire un x100, en gros, il faudrait qu'il monte de 297 milliards son market cap, là où l'actif de 100 millions, il a juste à passer en gros pour faire un x100 à 10 milliards et on n'en parle plus. Où il faudrait une hausse en gros de 9 milliards, 900 millions. C'est beaucoup plus facile d'avoir un market cap qui monte de 9 milliards qui monte de 297 milliards. Parce que là, on est d'accord. Donc voilà, le market cap qui est à regarder avant d'investir. Plus le market cap sera faible, plus votre projet peut être sous-évalué, entre guillemets, s'il est bon fondamentalement, plus il a de chances de prendre en valeur. Par exemple, Cardano, on en avait parlé de ça, mais Cardano, on avait vu ensemble que son market cap était trop élevé. Donc le gros de la performance avait déjà été fait ici. 45 milliards, si vous investissez, c'est un market cap qui est trop élevé. Comment dirais-je, en gros, le potentiel haussier a déjà eu lieu. Si je prends un market cap qui est plus faible, exemple, je prends le dernier du market cap, le WAXP, qui a environ 852 millions de market cap, lui, il a un potentiel élevé beaucoup plus important que le Cardano. Pourtant, ils ont un prix similaire, 45 centimes pour le WAXP, là où Cardano coûte environ 1 dollar. Mais ils ont rien du tout, ils ont rien à voir en termes de market cap. WAXP, il peut faire un x10, son market cap sera environ du 8 milliards, et donc son prix aura fait x8. Ok, Cardano, juste pour faire un x2, il faut 45 milliards de market cap supplémentaires, donc il remonte à 90 milliards de market cap. C'est très élevé. Et pourtant, ça ferait qu'un x2. Là où un Bitcoin est déjà à 887 milliards de market cap. Pour vous donner une idée un petit peu. Et je pense que, honnêtement, Bitcoin et Ether resteront les kings déjà, top 1 et top 2. Et pour le Bitcoin, on pourrait targeter, allez, si on a un bon mouvement d'ici les prochaines années, pourquoi pas 2000, 3000 milliards, 4000 milliards de market cap. Donc Cardano qui pourrait se rapprocher de ses objectifs, c'est très peu réaliste. Déjà, si le Bitcoin et l'Ether les ont, Cardano les aura probablement pas. Je dis pas Cardano c'est de la merde, loin de là. Hein. BNB, je pense pareil. BNB, il aura probablement jamais un market cap. Enfin, jamais dire jamais, mais si le Bitcoin il est à 2000 ou 3000 milliards, BNB sera peut-être à 400, 500 milliards. Donc, Cardano sera peut-être moins. Donc, c'est-à-dire, voilà, j'espère que vous comprenez. Je veux juste dire que plus le market cap est élevé, moins le potentiel sera important. C'est juste ça que je veux dire. Donc, pour des investisseurs qui ont des petits portefeuilles, entre guillemets, pour la smart money, oui, des actifs comme, je sais pas, moi, par exemple, des actifs à 20 milliards de market cap, 30 milliards, ça peut continuer d'être intéressant parce que c'est beaucoup liquide et que ce sera beaucoup moins spéculatif. Mais pour des personnes qui ont des faibles portefeuilles, si vous voulez essayer de faire grossir ce portefeuille, faut plutôt privilégier des market cap plus faibles. Donc le risque sera plus important. Je dis pas d'acheter des shitcoins à 2 millions de market cap et de mettre all-in, loin de là. Mais d'essayer de trouver des projets qui sont fondamentalement bons et qui ont un faible market cap. Qui veut dire tout simplement que, en gros, ce sont les Cardano d'il y a 2 ans, quand Cardano avait un market cap beaucoup plus faible. Et je terminerai là-dessus pour revenir sur cette explication du market cap. Mais en gros, il y a 2 ans, Cardano, il avait un market cap de 800 millions. Là, oui, là c'est intéressant. Actuellement, il est monté jusqu'à 90 milliards, voire 100 milliards de market cap. Le potentiel haussier a déjà eu lieu. Ok ? C'est un peu comme en 2017, où il était monté à environ 30 milliards de market cap. Ensuite, il avait chuté à 1 milliard. Là, oui, ça redevient des market cap assez intéressants. Là, on est remonté à 90. Admettons, s'il redescend à 10-15 milliards de market cap, là, oui, ça pourrait redevenir très intéressant si, au cours des prochaines années, il remonte à 200-300 milliards de market cap. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, là où des assets, comme WAXP, ont le market cap de Cardano il y a 2 ans, et qui, eux, peuvent peut-être monter. Là, je prends un exemple au hasard, j'ai pris le centième du market cap, ça aurait pu être n'importe lequel. Mais là où un WAXP, par exemple, on ne sait pas, mais ça se trouve, dans 2 ans, il sera à 30 milliards de market cap. Donc il aura fait une plus-value plus ou moins intéressante. Ok ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire.
Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible dans le salon, bienvenue. Faut passer via les modalités crypto. Absolument pour le moment, ne passez pas du tout via le Patreon. Patreon, c'est pas avant samedi 1er janvier et le début du mois de janvier, bien évidemment. En fin de mois, c'est beaucoup trop tard via le Patreon, mais via les modalités crypto, aucun problème. Vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc demain pour un prochain brief et le dernier brief de cette semaine. Ciao, ciao.